Imagine un instant un basculement discret, presque invisible, mais profond. Aux États-Unis, quelque chose est en train de changer sous nos yeux, sans bruit, sans alarme. En l'espace d'un an à peine, des milliers de supermarchés et de commerces de proximité ont baissé le rideau. Résultat immédiat, moins de choix, des prix qui grimpent, pour beaucoup, des kilomètres supplémentaires à parcourir juste pour se procurer l'essentiel. On n'est pas face à un effondrement spectaculaire, ni à une catastrophe nationale. C'est plutôt une mutation lente, mais lourde de conséquences, qui touche en priorité les seniors, les foyers au budget serré et les petites villes qui dépendaient de ces magasins au quotidien. Ce que l'on observe aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est l'addition de coûts d'exploitation en hausse constante, d'une concurrence devenue impitoyable et de nouvelles habitudes de consommation qui redessinent les règles du jeu. Derrière chaque fermeture, il y a un récit unique, un enchaînement de décisions et de contraintes qui raconte comment le commerce de détail américain est en train de se réinventer, parfois au prix fort. Dans cette vidéo, on va passer en revue 10 chaînes de supermarchés récemment frappées par la faillite, et surtout décortiquer les vraies raisons de leur chute. L'objectif n'est pas de faire peur ni de pointer du doigt, mais de comprendre, avec recul, ce qui se passe et ce que ce nouveau paysage nous apprend. Commençons par le numéro 10, Fresh et Easy. Lorsqu'une marque puissante débarque sur un nouveau marché en pensant avoir toutes les réponses, la réalité finit souvent par la rattraper. C'est exactement ce qui est arrivé à cette enseigne britannique, convaincue de pouvoir réinventer la façon dont les Américains font leurs courses. Le concept était clair, un supermarché ultramoderne, silencieux, presque clinique, où l'efficacité primait sur tout le reste. Sur le papier, c'était séduisant. Dans la vraie vie, beaucoup moins. Aux États-Unis, faire ses courses n'est pas qu'un acte pratique. C'est aussi un moment social. On compare, on touche les produits, on prend son temps, on échange quelques mots. Face à cette culture, le minimalisme poussé de Fresh et Easy a rapidement donné l'impression d'un laboratoire plus que d'une amélioration. Certes, tout était pensé pour aller vite. Plats préparés, prix affichés sans ambiguïté, technologie pour limiter les interactions. Mais en Californie, au Nevada ou en Arizona, de nombreux clients ont senti un décalage. Les repas prêts à consommer ne remplaçaient pas le plaisir de choisir soi-même, de demander conseil ou simplement de sentir qu'il y a une présence humaine derrière les rayons. Pour beaucoup, entrer dans un magasin presque vide de personnel ne représentait pas l'avenir, mais une rupture avec une tradition profondément ancrée. Et comme si cela ne suffisait pas, le modèle logistique, très performant en Europe, s'est révélé coûteux et mal adapté sur la côte ouest américaine, où les distances, le climat et la demande obéissent à d'autres logiques. Au final, les chiffres ont parlé, les revenus n'ont jamais atteint les objectifs et les dépenses ont explosé. En 2015, Fresh et Easy a disparu, laissant derrière elle une leçon implacable. Un bon concept ne suffit pas, comprendre l'âme du consommateur est essentiel, car l'alimentation n'est pas qu'une transaction, c'est un rituel chargé d'émotions. Et le marché n'oublie jamais ceux qui l'ignorent. Reste bien jusqu'à la fin, car plus on avance, plus les cas deviennent frappants. Passons maintenant au numéro 9, A&P. Pendant plus de 150 ans, A&P n'a pas été qu'un supermarché. C'était le décor de milliers de vies, un repère familier. Pour beaucoup de personnes de plus de 50 ans, ce nom évoque encore l'odeur du pain chaud, les chariots un peu bruyants et cette impression que le monde avançait à un rythme plus simple. Derrière cette nostalgie se cachait pourtant un géant, plus de 16 000 magasins à travers le pays, au point d'être considérée comme l'une des entreprises les plus influentes du XXe siècle, jusqu'à ce que la modernité la dépasse. La chute n'a pas été brutale. Elle s'est construite lentement, sous la pression. Les coûts grimpaient sans cesse, loyers commerciaux en hausse, carburant hors de prix, marges de plus en plus étroites. Après la crise de 2008, le consommateur américain a changé. Walmart promettait des économies immédiates, Costco misait sur le volume, Aldi séduisait par sa simplicité et ses prix bas. A&P, elle, restait plus chère, parfois de 7 à 15% au-dessus de ses concurrents. En 2015, l'édifice a commencé à s'effondrer. La dette a dépassé les 2,3 milliards de dollars. Les fournisseurs exigeaient des paiements anticipés, les rayons se vidaient. Les employés parlaient de magasins devenus méconnaissables. Quand les dernières centaines de points de vente ont fermé, le choc a surtout été humain. Des quartiers entiers se sont retrouvés sans accès proche à l'alimentation, forçant les plus âgés à parcourir de longues distances. A&P n'a pas disparu dans un scandale, mais dans un silence progressif. Une enseigne qui s'éteint lentement, jusqu'au jour où l'on réalise qu'elle ne reviendra plus. Et la question qu'elle laisse derrière elle est dérangeante. Si un empire aussi ancien n'a pas su suivre le rythme du changement, qui peut réellement se dire à l'abri aujourd'hui? Numéro 8. Dominiques. Parfois, l'absence parle plus fort que n'importe quel communiqué. À Chicago, des milliers de familles ont un jour compris qu'un pilier de leur quotidien avait disparu, simplement en passant devant un bâtiment sombre. Pour ceux qui ont grandi entre les années 70 et 90, ces magasins faisaient partie de la vie.
Les longues allées, l'odeur du pain, les discussions improvisées avec des voisins. C'était bien plus qu'un commerce, c'était un lieu de rencontre. Pendant des décennies, Dominiquès a servi de lien entre des communautés diverses, italiennes, polonaises, irlandaises, latines. Chacun y retrouvait des produits, des saveurs et un sentiment d'appartenance. Plus de 100 magasins formaient un tissu culturel solide. Mais à la fin des années 90, lorsqu'une grande entreprise a racheté la chaîne pour la standardiser, l'équilibre s'est fissuré. Moins de produits locaux, moins de personnel, une identité diluée. Peu à peu, l'âme s'est éteinte. Les parkings se sont vidés, les allées sont devenues silencieuses. En quelques années, une tradition presque centenaire s'est évanouie. Ce que beaucoup ont perdu ce jour-là, ce n'était pas qu'un supermarché, mais un fragment de l'identité du quartier, avec ses souvenirs et ses habitudes. Numéro 7. Family Dollar. Certaines enseignes tombent à cause de mauvais choix financiers. D'autres à cause d'une concurrence féroce. Pour Family Dollar, l'histoire est presque irréelle. En 2022, une inspection fédérale a révélé des conditions sanitaires catastrophiques dans un centre de distribution de l'Arkansas. Infestation de rongeurs, contamination, négligence accumulée sur des années. La décision a été immédiate. Plus de 400 magasins fermés. Un choc historique pour une chaîne de discount. Mais ce scandale n'a fait que mettre en lumière des problèmes déjà bien installés. Coûts en hausse, logistique défaillante, concurrence agressive. Quelques mois plus tard, près de 400 autres magasins ont fermé à leur tour. Et pour des millions de familles modestes, la perte a été immense. Family Dollar n'était pas un simple point de vente. C'était un filet de sécurité, un endroit où l'on pouvait étirer un budget, acheter des médicaments abordables ou trouver l'essentiel dans des zones sans grande surface. Quand ces magasins ont disparu, ce sont des communautés entières qui se sont retrouvées isolées. Ce n'était pas une crise de clientèle, mais une crise qui a frappé directement ceux qui avaient le moins d'options. Alors la question mérite d'être posée, surtout dans les quartiers où Family Dollar et Dollar Général coexistent, laquelle de ces enseignes sert réellement le mieux la communauté? Ton expérience, ton vécu, valent parfois bien plus que n'importe quel titre national. Et reste bien jusqu'à la dernière seconde, parce que le supermarché qui arrive en tête de ce classement risque de te surprendre. On continue avec le supermarché numéro 6, Marsh. Pendant des années, dans de nombreuses villes de l'Indiana et de l'Ohio, Marsh n'était pas simplement un endroit où acheter du pain ou du lait. C'était un lieu de vie. On s'y saluait le matin, les jeunes y décrochaient leur premier emploi, et les familles perpétuaient des habitudes transmises de génération en génération. Marsh, c'était ce genre de commerce si ancré dans le quotidien qu'on oublie presque à quel point il est essentiel. Mais cette proximité a commencé à se fissurer lorsque l'enseigne est passée sous le contrôle de nouveaux dirigeants qui ne voyaient plus qu'une suite de chiffres et de graphiques. Progressivement, les coupes budgétaires ont transformé l'expérience. Moins de caissiers, des produits frais remplacés par des options moins chères, des fournisseurs changés sans ménagement, et la disparition de ces petites attentions qui faisaient se sentir respecter les clients fidèles, notamment les plus âgés. L'atmosphère chaleureuse s'est éteinte, et avec elle, la confiance. Les magasins se sont peu à peu vidés. Les allées sont devenues silencieuses, les rayons ont perdu leur éclat, et les communautés ont vu disparaître un lieu auquel elles étaient profondément attachées. Les ventes ont chuté, les dettes se sont accumulées, et en 2017, Marsh a fini par faire faillite. Des magasins fermés, des employés laissés sans réponse. Ce n'était pas un effondrement soudain, mais la conséquence directe d'un fossé grandissant entre ceux qui dirigeaient l'entreprise et ceux qui la faisaient vivre. Si tu as déjà connu la fermeture d'un Marsh, raconte-le en commentaire. Ton témoignage aide à comprendre à quel point un supermarché peut représenter bien plus qu'un simple commerce. Place maintenant au supermarché numéro 5, Jitney Jungle. Dans de nombreuses villes du sud des États-Unis, il existait ces supermarchés qui semblaient faire partie du décor, presque comme un voisin de toujours. Jitney Jungle était de cela. Une enseigne modeste, attachante, avec ses allées étroites, ses enseignes vertes et cette ambiance familière qui donnait l'impression d'être chez soi. En Mississippi et en Alabama, des milliers de familles y faisaient leurs courses depuis des générations. Mais pendant que les clients gardaient cette image chaleureuse, une autre réalité se construisait en coulisses. Les coûts augmentaient plus vite que la capacité de l'entreprise à les absorber, et le marché évoluait à une vitesse que la chaîne n'a jamais réussi à rattraper. À la fin des années 90, un rachat censé moderniser l'enseigne s'est transformé en fardeau. La dette a explosé, les infrastructures sont devenues obsolètes et le modèle économique a perdu toute compétitivité face à des géants du retail déjà maîtres de la logistique, des prix et de la technologie. Et puis, presque dans l'indifférence générale, l'année 2000 a marqué la fin de l'aventure. Les magasins ont été vendus, les enseignes éteintes, et Jitney Jungle est devenu un souvenir que beaucoup évoquent encore avec nostalgie. Ce n'était pas simplement la fermeture d'un supermarché, mais la fin d'une époque où les commerces locaux pouvaient encore rivaliser avec les mastodontes du secteur.
La question reste ouverte. Est-ce une suite d'erreurs de gestion ou simplement le destin d'une entreprise incapable de survivre dans un monde dominé par les géants du commerce moderne? On arrive maintenant au supermarché numéro 4, Ultra Foods. Pendant longtemps, Ultra Foods a occupé une place particulière dans le quotidien de milliers de familles travailleuses de l'Indiana et de l'Illinois. C'était ce genre de magasin où l'on avait vraiment l'impression que chaque dollar comptait. Les chariots se remplissaient facilement, les prix restaient bas et, l'espace d'un instant, la vie semblait un peu moins compliquée. Leurs recettes paraissaient infaillibles, des marges très serrées, une rotation rapide des produits et un flux constant de clients venus chercher des économies. Mais ironiquement, ce qui avait fait leur succès s'est aussi transformé en talon d'Achille. Tant que l'environnement économique restait stable, le modèle tenait. Puis, à partir de 2014, tout a commencé à coûter plus cher aux États-Unis. Carburant, transport, salaire, matières premières. Ultra Foods s'est retrouvé coincé. Augmenter les prix, c'était risquer de perdre sa clientèle fidèle. Les maintenir, c'était absorber des hausses impossibles à encaisser. Pendant ce temps, des géants comme Walmart, Aldi ou Meiji avançaient avec des structures plus solides, des réseaux logistiques ultra optimisés et une capacité d'adaptation bien supérieure. En 2017, sans bruit ni scandale, les lumières se sont éteintes. Ultra Foods a disparu discrètement, laissant derrière elle un constat dérangeant. Même les enseignes les plus appréciées peuvent tomber lorsque les coûts progressent plus vite que leur capacité à évoluer. Et dans un contexte d'inflation durable, une question s'impose. Quel modèle de supermarché peut réellement survivre aujourd'hui? Les mégacentres, les discountés extrêmes ou une formule encore inconnue? Accroche-toi, car les 3 suivants vont encore plus te surprendre. Passons au supermarché numéro 3, Carter's Foods. Dans certaines villes paisibles du Michigan, Carter's Foods n'était pas simplement un endroit où faire ses courses. C'était un véritable point de rencontre. On entrait pour acheter du pain et on ressortait avec des nouvelles du voisinage, une idée de recette et ce sentiment rare d'appartenir à une communauté où tout le monde se connaît. Pendant des décennies, ces magasins ont soutenu la vie quotidienne du Midwest, dans des régions où la confiance entre voisins compte autant que la météo. Mais cet équilibre fragile a commencé à vaciller lorsque le marché a évolué plus vite que l'enseigne ne pouvait suivre. D'abord, la pression des prix bas s'est imposée comme une vague impossible à arrêter. De grandes chaînes ont débarqué avec des opérations massives, une logistique ultra performante et une puissance financière hors de portée. Pour les consommateurs, c'était synonyme d'économies immédiates. Pour Carter's, c'était une lutte permanente, chaque dollar gagné devenant un combat. Le coup final est arrivé avec la multiplication des hypermarchés, capables de proposer sous un même toit alimentation, pharmacie, vêtements et produits du quotidien. Pour une chaîne régionale, rivaliser avec une telle échelle relevait de l'impossible. Lorsque Carter's a disparu, le vide a été bien réel. Des personnes âgées contraintes de parcourir plus de distance, des familles privées d'une option abordable et des communautés qui ont perdu un lieu profondément ancré dans leur identité. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent si Carter's aurait pu survivre dans un marché moins dominé par les géants, ou si sa fin était inévitable. On arrive maintenant au supermarché numéro 2, Walgreens. Pendant des décennies, Walgreens a été bien plus qu'une simple pharmacie. Pour des millions d'Américains, surtout dans les quartiers urbains et les petites villes, c'était un repère du quotidien. On y allait pour des médicaments, bien sûr, mais aussi pour des produits de base, des articles de dépannage, parfois même pour discuter quelques minutes avec un employé que l'on connaissait depuis des années. Walgreens faisait partie du décor, presque invisible tant sa présence semblait acquise. Mais cette stabilité apparente cachait une fragilité grandissante. Alors que le marché évoluait rapidement, Walgreens est resté coincé entre deux mondes. D'un côté, les géants du retail capables de vendre moins cher grâce à des volumes colossaux. De l'autre, les pharmacies en ligne et les services de livraison qui promettaient rapidité et simplicité. Pris en étau, le modèle traditionnel de Walgreens a commencé à montrer ses limites. Les coûts d'exploitation ont explosé, loyers élevés dans les centres-villes, hausse des salaires, sécurité renforcée face à l'augmentation des vols et marge de plus en plus faible sur les médicaments. En parallèle, les clients modifiaient leurs habitudes, achetant davantage en ligne ou regroupant leurs achats dans de grands supercentres. Résultat, de nombreux magasins sont devenus difficiles à rentabiliser. À partir de 2023, la direction a commencé à fermer des centaines de points de vente jugés non stratégiques. Officiellement, il s'agissait d'une réorganisation. Sur le terrain, c'était souvent vécu comme un abandon. Des quartiers entiers ont perdu leur pharmacie de proximité. Des personnes âgées, des malades chroniques et des familles sans moyens de transport se sont retrouvés contraints de parcourir plus de distance simplement pour accéder à leur traitement. Walgreens ne s'est pas effondré par manque de clients, mais par incapacité à faire évoluer assez vite un modèle pensé pour un autre temps. Et cela soulève une question essentielle. Dans une société qui vieillit et qui dépend toujours plus des soins de proximité,
Peut-on vraiment se permettre de transformer les pharmacies en simples lignes comptables? Si Walgreens a fermé près de chez toi, ton témoignage compte. Parce qu'au-delà des chiffres, ces fermetures racontent une réalité bien plus humaine. Et maintenant, accroche-toi, car le numéro 1 va encore plus loin dans cette transformation silencieuse que peu de gens voient venir. Numéro 1, Walmart. On associe souvent Walmart à la puissance, à la stabilité, presque à l'idée qu'un tel géant ne peut pas vaciller. Et pourtant, même les mastodontes ne sont pas à l'abri de secousses profondes. Dans le cas de Walmart, il ne s'agit pas d'un effondrement brutal, mais d'une série de signaux faibles qui ont surpris toute l'industrie. En 2022, plusieurs enquêtes et audits internes ont mis en lumière des dysfonctionnements majeurs dans certaines chaînes logistiques et entrepôts régionaux. Des problèmes de conditions sanitaires, de gestion des stocks et de maintenance ont provoqué la fermeture temporaire, puis définitive de centaines de points de vente jugés non rentables ou trop coûteux à remettre aux normes. Pour un groupe habitué à l'expansion continue, le choc a été réel. Voir Walmart fermer massivement des magasins, parfois du jour au lendemain, a marqué un tournant symbolique. Mais ces fermetures n'étaient que la surface du problème. En coulisses, Walmart faisait face à une pression croissante, explosion des coûts de transport, hausse des salaires, inflation sur les produits de base et concurrence de plus en plus agressive, notamment sur le terrain du e-commerce et de la livraison rapide. Maintenir des prix bas tout en absorbant ces hausses devenait un exercice d'équilibriste. Résultat, certaines zones rurales et quartiers moins rentables ont été sacrifiés au nom de l'optimisation. Et c'est là que l'impact humain apparaît. Pour des millions de familles à revenus modestes, Walmart n'était pas qu'un simple supermarché. C'était parfois la seule option accessible pour faire des courses abordables, acheter des médicaments, des vêtements ou des produits essentiels sans parcourir des dizaines de kilomètres. Lorsque ces magasins ont fermé, certaines communautés se sont retrouvées brutalement isolées, avec moins de choix, plus de dépenses et une dépendance accrue à la voiture ou aux achats en ligne. Ce n'est donc pas une crise liée au manque de clients. Walmart en a toujours. C'est une transformation stratégique qui a déplacé le poids de l'ajustement sur les populations qui avaient le moins d'alternatives. Et cela pose une question centrale. Dans un monde où même Walmart ferme des magasins, quel modèle sert réellement les communautés locales sur le long terme? Le gigantisme, la proximité ou un équilibre encore à inventer? Ton expérience, ton ressenti sur Walmart dans ta région peuvent en dire bien plus que n'importe quelle analyse nationale. Et pour conclure, retenons une chose essentielle. Derrière chaque enseigne qui ferme, il n'y a pas qu'un logo qui disparaît, il y a des habitudes brisées, des quartiers fragilisés et des vies réorganisées. Ces supermarchés n'étaient pas seulement des lieux d'achat, ils faisaient partie du tissu social, parfois même du dernier lien entre une communauté et l'essentiel. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas une simple crise passagère, mais une transformation profonde du commerce et de notre façon de consommer. Les géants s'adaptent, les modèles changent, mais une question reste ouverte. À quoi ressemblera le commerce de proximité demain? Et surtout, pour qui sera-t-il pensé? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage ton point de vue en commentaire. Ton expérience locale apporte souvent plus de vérité que n'importe quelle statistique nationale. Pense aussi à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo autour de toi. D'autres histoires du même genre arrivent très bientôt. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.